Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur Franck Salon et Jean-Pierre Chandler et puis Liu Xingchi d'avoir organisé cette journée d'études et m'avoir invité pour y participer, et à toutes et à tous de votre attention. J'espère que vous ne serez pas trop fatigués d'écouter 3 séances comme ça. Alors, donc, le sujet de mon intervention est la réception de Rousseau en Chine à travers les 2 premières versions chinoises de son œuvre du contrat social. Celui-ci fut introduit en Chine par l'entremise de traducteurs japonais à la fin du XIXe siècle. Dès le début du XXe siècle, il devint une source d'inspiration majeure de la pensée révolutionnaire. Cet ouvrage incita également les jeunes intellectuels à mener une réflexion approfondie sur la culture de leur pays. La question que nous nous posons est de savoir dans quelles circonstances l'œuvre du philosophe français des Lumières a été introduite en Chine, si ces idées ont été bien appréhendées et transmises par ses premiers traducteurs en chinois. Sinon, comment expliquer leur écart du texte original? À travers une analyse comparative des 2 premières versions chinoises du contrat social, nous nous interrogeons non seulement sur la substance et la teneur réelle des textes, mais aussi sur la manière dont ils vont être transportés ou déformés par la prise de la traduction. En nous focalisant essentiellement sur 2 concepts, peuple et contrat social. Afin d'envisager les apports théoriques de Rousseau à la pensée moderne chinoise, car il s'agit des 2 concepts clés du contrat social de Rousseau et ils sont tout à fait nouveaux par rapport à la pensée traditionnelle chinoise. Tout d'abord, dans quelles circonstances du contrat social de Rousseau fut-il introduit en Chine? Cela a été effectué à la fin de la dynastie des Qing, où l'empire du milieu était plongé dans le chaos, en proie à des insurrections paysannes et à l'agression des puissances étrangères. Les réformateurs préconisèrent alors le changement des institutions politiques, à l'instar du Japon, et l'ouverture à la pensée occidentale. Mais la réforme de 100 jours de 1898 se termina par une répression sanglante, et les principaux dirigeants Kang Youwei et Liang Qichao, que nous venons de voir, se trouvèrent exilés au Japon, où une autre solution visant à chasser le gouvernement mandchou et à établir une république démocratique était envisagée par les révolutionnaires regroupés autour de Sun Yat-sen. C'est dans ce climat politique que paraissent les 2 premières versions chinoises du contrat social. La première traduction est due aux soins d'un érudit japonais nommé Naikai Tokutsuke, que tout à l'heure Ma Jun a bien évoqué. Écrivain, penseur et politicien de l'ère Meiji, et qui est plus connu sous son nom de plume, Shōming, ce qui veut dire un biluntome du peuple. Fils d'un samouraï de l'île de Shikoku, il compléta sa formation traditionnelle par des études de droit faites en France
juste après la Commune de Paris entre 1872 et 1874. C'est à la suite de son séjour en France que Shoming se mit à traduire du contrat social de Rousseau, d'abord en japonais sous le titre de Mingyaku-jun, ça veut dire du contrat du peuple, avec le dessein peut-être de présenter une théorie de la législation jusqu'à présent inconnue de ses compatriotes. Mais cette traduction interrompue au chapitre 6 du livre 2 ne fut pas publiée du vivant de son auteur. Elle circula cependant sous forme de copie manuscrite parmi les militants et sympathisants du mouvement pour la revendication de la liberté et des droits du peuple. De 1882 à 1883, au plus fort de ce mouvement populaire, Shoming retraduira du contrat social, cette fois en chinois classique, sous le titre de Mingyaku Yakuke, qui veut dire traduction et commentaire du contrat du peuple. Mais cette traduction est interrompue de nouveau aux mêmes endroits. C'est bien cette seconde traduction en chinois classique faite par Shoming qui fut reproduite en Chine, ne comportant que le premier livre de l'ouvrage. Elle parut au printemps 1898. Sous le titre de Mingyue Tongyi, qui veut dire principe général du contrat du peuple, avec de légères modifications, rien que le titre n'est pas le même déjà. La deuxième version chinoise du contrat social fut établie par un jeune étudiant chinois au Japon, Yang Tingdong, dont la première partie de sa traduction fut publiée en 1900 dans la revue Yishu Huibian, qui veut dire recueil de traductions édité à Tokyo par les étudiants chinois au Japon, dont Yang Tingdong fait partie des rédacteurs. La version intégrale ne paraîtra qu'en 1902 sous le titre de Lu Suo Mingyue Lun, qu'on a utilisé pour en faire le prospectus. Voilà. Qui veut dire du contrat du peuple de Rousseau. Elle s'inspirait de la version japonaise de Harada-sen, parue en 1883, soit un an après celle de Shoming. Étant établi que l'introduction en Chine des œuvres de Rousseau s'est faite par le truchement du Japon, on peut peut-être expliquer ceci par le fait que Rousseau avait à l'époque une influence prépondérante dans ce pays, si bien que ses œuvres principales furent toutes traduites en japonais entre les années 1870 et 1890. Des penseurs, que je cite, des penseurs français des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, était celui que les Japonais ont le plus lu, ainsi que l'a souligné Isayasu Nakagawa, auteur de l'ouvrage intitulé Des Lumières et du comparatisme, un regard japonais sur le XVIIIe siècle. Ceci est dû également au fait que le nombre des étudiants chinois au Japon ne cessait de croître de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, passant de 13 étudiants en 1896 à près de 13 000 en 1909. Deux questions se posent dès lors à l'égard de ces deux premières traductions du contrat social. Furent-elles fidèles à la pensée du citoyen de Genève et comment pouvaient-elles être entendues par les lecteurs auxquels elles s'adressaient? Ces questions nous amènent à envisager de plus près
la manière dont ces premiers traducteurs ont traduit du contrat social à travers deux notions clés de cet ouvrage, c'est-à-dire le peuple et le contrat social. Pardon, ça c'est la version de Ardason. Avant d'entrer dans la manière de traduire ces deux concepts, nous allons évoquer brièvement les caractéristiques de ces deux versions, de ces deux premières versions chinoises. Le texte de Shouming apparaît comme une paraphrase plutôt qu'une traduction littérale du texte original. Rédigé dans un style élégant, il évoque celui des sages antiques confucéens, tandis que celui de Yang Tingdong est rédigé dans un chinois de transition, langage courant de son temps, mi-classique, mi-moderne. Il convient de souligner la limite du chinois classique pour rendre les idées relevant du mode de pensée occidental, car à cette époque, la plupart des termes politiques liés au domaine juridique ou au système démocratique doivent être rendus par des néologismes en l'absence d'équivalent approximatif dans la culture extrême orientale ou par des mots d'usage quotidien en Chine qui sont détournés de leur signification première. Par exemple, le mot droit a été rendu par deux termes moraux, li, donc qui veut dire le principe moral, ou alors par un terme qui évoque de premier lieu pouvoir, quan. Un autre exemple de traduction du titre du contrat social par Shouming le montre également bien. Pardon. Alors, Shouming a traduit du contrat social par contrat du peuple. Il faudra attendre les années 20 pour en trouver une autre traduction, cette fois plus proche du titre original. En 1920, c'est Zhang Xizhuo qui est le premier à le rendre en termes de She Yue Lun. Alors, de nos jours, on prend le terme de She Hui Qu Yue Lun. C'est He Zhaowu qui l'a modernisé. Donc, la traduction de Shouming mettant le peuple au centre du contrat ne trahit pas l'esprit de l'auteur. Elle vise sans doute à rendre le titre de l'ouvrage plus signifiant, donc plus intelligible pour le lecteur japonais. Cependant, en glissant de l'adjectif français social au mot peuple, introduit une ambiguïté pour appréhender le sens du contrat chez Rousseau. D'une part, le contrat social implique le moment de transition des hommes d'un état à l'autre, de l'état naturel à l'état civil. Le terme peuple ne rend pas complètement ce sens. D'autre part, le mot min, peuple, n'a pas le même sens que le terme peuple chez Rousseau, qui désigne tous les individus choisissant de vivre en société. Cet acte de constitution du groupe en corps politique est l'effet d'un acte nommé pacte social, l'acte par lequel le peuple est un peuple, c'est-à-dire l'acte fondateur qui pose une fois pour toutes le groupe comme puissance législative, puissance de prendre les décisions concernant les affaires de la communauté. Alors qu'en chinois, le peuple ne comprenait à l'époque que les 4 classes qu'on appelle Siming, à savoir, dans l'ordre d'importance confucéenne, lettrés, paysans, artisans, commerçants, qui se distinguent du souverain et des fonctionnaires.
D'ailleurs, il est dit dans l'ouvrage de la voix originelle de Han Yu, un penseur de l'époque des Tang, le peuple est celui qui produit millet, riz, chanvre, soie, qui fabrique des ustensiles, fait circuler marchandises et richesses pour servir ses supérieurs, à la différence du prince qui émet des ordres et des ministres qui appliquent ces ordres et les répand dans le peuple. L'expression contrat du peuple suggère donc l'opposition traditionnelle avec le prince, si bien que le premier traducteur chinois Yang Tingdong, qui n'avait pas lu le texte français, s'est mépris sur la notion de contrat social, en le pensant établi d'un côté par le prince et de l'autre par le peuple. Ce faisant, la théorie du contrat social rousseauiste bascule pour réintroduire la relation traditionnelle chinoise prince-peuple. C'est sans doute afin de ne pas renouveler cette erreur que Ma Junwu forgera, quelques années plus tard, une expression nouvelle propre à rendre la notion de souveraineté du peuple rousseauiste, en combinant les mots dits. En composant les mots dits et Ming, c'est-à-dire Di Ming, peuple souverain, c'est-à-dire le peuple est l'empereur, le maître de l'État. Ce néologisme renverse l'ordre traditionnel et prend le contre-pied de la notion de souverain. Désormais, la souveraineté appartient au peuple et non à une seule personne. Or, cette manière de rendre la notion de souveraineté du peuple entraîne une autre dérive, celle du despotisme populaire. Dans ces conditions, on se demande de quelle manière nos traducteurs vont traduire la notion de pacte social et celle de souveraineté du peuple, notion fondamentale chez Rousseau et tout à fait étrangère à la tradition chinoise. Commençons par la notion de contrat social. Si, selon Rousseau, le passage de l'état naturel à l'état social est inévitable pour l'homme, reste à savoir quelles sont les conditions requises pour fonder une société légitime et sûre. Compte tenu du fait que la force et la liberté de chaque homme sont les premiers instruments de sa conservation, les exigences imprescriptibles que Rousseau formule dans cet ouvrage concernent à la fois la sécurité de chaque homme et la sauvegarde de sa liberté. Ainsi dit-il: trouver une forme d'association qui défende et protège de toute sa force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. La traduction de Shoming restitue ce double souci du contrat social tout en mettant l'accent sur le fondement de l'État et celui du peuple. Alors, nous pouvons dire, tous se disent mutuellement, comment pouvons-nous nous reposer les uns sur les autres pour former un groupe de façon à compter sur la totalité de nos forces pour défendre notre vie? On disait encore, comment parvenir à nous unir fermement en un seul corps sans nous trouver, dans les faits, contraints par quiconque, de sorte que chacun ait le même droit à la même liberté qu'auparavant. C'est ainsi que l'État est fondé et le peuple formé. Aussi, contrat du peuple le traite-t-il de cela point par point dans ses clauses. Voilà, les deux dernières phrases, c'est un ajout de Nikkei Shoming pour insister sur la manière dont l'État est fondé et le peuple est formé. Chez Yang, nous trouvons en lieu et place de cela une manière d'apologie de la solidarité.
Yang a traduit de cette manière-là le même passage. Tous les hommes s'unissent de toutes leurs forces en un seul corps afin d'éliminer les obstacles. C'est comme si, avec ma propre force, j'élimine ce qui me nuit. L'état est celui de tous, c'est donc mon propre état, et ma propre force n'étant pas suffisante pour éliminer ce qui nuit à l'état de tous, unissant les forces de tous, on élimine en commun ce qui nuit à l'état de tous. C'est ce qu'on appelle par moitié moins de travail pour le double de résultats. En réalité, c'est ce qu'il y a de plus avantageux sur Terre. Ce principe moitié moins de travail pour le double de résultats est le fondement initial de l'établissement de l'État et la source d'inspiration du contrat du peuple. La problématique du contrat social de Rousseau est interprétée par Yang comme un souci de l'efficacité pour surmonter les obstacles. Les obstacles dans sa traduction font allusion aux souverains tyranniques et fonctionnaires corrompus, sous-entendu le gouvernement mandchou, qui empêche le peuple de recouvrer les droits perdus auparavant. C'est dans le passage précédent que Yang évoque de cette manière-là. Yang cite même les entretiens de Confucius dans le corps de sa traduction pour prêcher la nécessité d'éliminer ces obstacles. Bien entendu, rien de tout cela chez Rousseau. Quant à la notion de souveraineté du peuple, Rousseau consacre tout le chapitre 7 du premier livre à ce thème. Selon lui, chaque individu est envisagé par le pacte social sous un double rapport, à savoir comme membre du souverain, à savoir comme le membre du souverain envers les particuliers et comme membre de l'État envers le souverain. Ce sont donc les mêmes hommes qui constituent les deux parties contractantes. En tant que membres du souverain, ils deviennent législateurs, étant maîtres de modifier ou d'annuler les lois qu'ils ont approuvées. Et en tant que sujet de l'État envers le souverain, ils se soumettent aux lois qu'ils ont décidées. La traduction de Shoming à cet endroit a bien rendu cette double fonction de chaque membre de la société. Cependant, lorsque Rousseau en vient à l'effet de l'acte d'association, tout en définissant les diverses dénominations de ce corps politique, la traduction de Shoming introduit une certaine confusion sur la notion de l'assemblée. Comparons-les. En Rousseau, à l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif composé d'autant de membres que l'Assemblée a de voix. Shoming de traduire. Le contrat du peuple ayant été conclu, dès lors les contrées deviennent un État et les hommes un peuple. Celui-ci désigne un corps lorsqu'il unit les hommes par la volonté de tous. Ce corps a l'Assemblée pour le centre, littéralement, cœur et ventre, xingfu, et les lois pour l'émanation, littéralement souffle et sang, qi. C'est ce qui lui permet de répandre sa volonté et ses idées. Rousseau souligne le changement qui se produit une fois que chaque associé se groupe avec les autres par un pacte social. Hommes dispersés, ils se forment en un corps politique et deviennent citoyens et membres du souverain. Il est manifeste chez Rousseau que l'Assemblée est composée d'autant de votants que de membres de l'État. Chez Nakai, cette phrase est rendue par des expressions imagées. Elle donne à entendre que l'Assemblée représente le noyau du corps politique, comme le Parlement d'une république, ce qui s'éloigne de l'idée de Rousseau qui condamne le système représentatif, car selon lui, la souveraineté appartenant au peuple tout entier est
est inaliénable et indivisible. Plus loin, lorsque Rousseau utilise le terme citoyen pour désigner les mêmes hommes composant le corps politique comme participant à l'autorité souveraine, Shoming rend le terme citoyen par le mot « shi ». Sa traduction semble impliquer qu'il appartient qu'à une élite de délibérer des lois, car le terme « shi » désigne traditionnellement en chinois les hommes instruits ou lettrés fonctionnaires considérés comme la classe gouvernante de la société, n'a aucun caractère de généralité. En japonais, le terme « shi » désigne, selon Yonehara, les samouraïs ou les hommes vertueux. Il nous semble que Shoming a choisi délibérément ce terme, car pour lui, le peuple ne saurait se gouverner lui-même, zizhi, qu'après s'être réformé par l'éducation, lorsqu'il sera parvenu au plus haut niveau de perfection morale. Il faut donc attendre le moment de ce perfectionnement pour mettre en œuvre le système rousseauiste. Aussi dit-il dans son commentaire. Le contrat du peuple étant conclu, tous ceux qui sont shi, c'est-à-dire hommes instruits ou faisant partie d'une élite, participent à la délibération des lois. Tandis que Yang Tingtong, lui, se méprend complètement sur la notion de souveraineté chez Rousseau, ayant assimilé le souverain au prince, même s'il persiste à considérer le peuple comme le fondement de la société. Selon lui, le peuple n'est qu'une partie de la société et que le souverain en constitue l'autre partie. Dès lors, les deux parties contractantes ne sont plus les mêmes hommes. Il s'agit d'un engagement des particuliers envers un homme qu'ils ont choisi pour leur souverain et à qui ils remettent leurs droits et leurs biens. Donc tous ces passages que je résume dans 2 phrases. On peut dire que ce que Yang Tingtong définit est plutôt proche du rôle du président d'un État démocratique contemporain que du propos de Rousseau. Enfin, cette méprise amène Yang à se préoccuper constamment d'un éventuel problème. Qu'arrivera-t-il si le souverain utilise sa fonction à son profit plutôt que de servir les intérêts du peuple? Yang de répondre: lorsque le souverain donne toute licence à sa volonté personnelle, cela va à l'encontre de l'idée principale du contrat du peuple. Dès lors, les devoirs du souverain et du peuple prendront fin, et les responsabilités qu'ils doivent assumer disparaîtront aussitôt. Sous-entendu, une révolution sera inévitable. Alors, maintenant, comment expliquer les écarts des 2 premières versions chinoises du contrat social? Outre des raisons linguistiques et culturelles, ces écarts peuvent aussi s'expliquer par le facteur des conjonctures différentes dans lesquelles ces traductions ont été publiées, ainsi que par les convictions politiques respectives de nos traducteurs. Ces 2 premières versions chinoises ont été établies dans des contextes historiques distincts, bien qu'également difficiles, qu'il s'agisse de la Chine ou du Japon, si bien qu'elles sont empreintes l'une comme l'autre du souci patriotique de contribuer par leur traduction à l'amélioration de la situation de leur pays, ce qui pourrait expliquer certaines modifications du texte original chez Shoming et le fait que sa traduction
s'arrête 2 fois au chapitre 6 du livre 2. Tandis que de son côté, Yang Tingtong s'attaque et condamne radicalement le système despotique et souligne la nécessité d'une solidarité de tous et d'une révolution politique et sociale. Le principal objectif de Shoming est d'offrir aux futurs membres de la Diète que l'empereur Meiji avait promis de créer pour l'année 1890 une théorie susceptible de guider leurs actions. Par ses traductions et ses articles, il essaie de poser les bases de cette idéologie. Mais contrairement à d'autres grands hommes de Meiji, à l'exemple de Fukuzawa Yukichi, qui rejetait le confucianisme, considéré comme obsolète et inopérant, et proposait de lui substituer les concepts issus de la philosophie occidentale, Shoming insiste sur la nécessité pour les politiques de garder une haute valeur morale en associant les notions de la tradition confucéenne qu'il a choisi de remettre à l'honneur et les principes politiques nouveaux rousseauistes. Dans le confucianisme, Shoming cherche à valoriser la morale personnelle en matière politique, l'action désintéressée, ainsi que l'aspiration à une société unie par la confiance, tout en s'opposant au système hiérarchique féodal et au despotisme. En accord avec Rousseau, il approuve le principe de la souveraineté du peuple, mais il n'admet pas la mise en cause de la légitimité du pouvoir impérial au Japon et s'inscrit contre l'instauration immédiate de la démocratie dans son pays par une action violente. Il préfère semer les germes des idées démocratiques et prépare le terrain pour l'avenir. Dans l'immédiat, Shoming envisage l'instauration d'une monarchie constitutionnelle au Japon. Il insiste sur l'importance d'un pouvoir représentatif. Pour lui, peu importe que ce système soit une monarchie ou une monarchie constitutionnelle, il faut instituer une assemblée nationale qui représente la volonté générale du peuple. On comprend ainsi plus aisément le pourquoi de l'ambiguïté de sa traduction du contrat social en ce qui concerne les notions d'assemblée et de citoyen lorsqu'il s'agit de délibérer des lois. Quant à la traduction de Yang, elle fut publiée après l'échec de la réforme de 1898 et au lendemain de la tragédie du mouvement des boxeurs. C'est avec l'objectif d'ouvrir l'esprit de son peuple, d'ouvrir l'esprit du peuple que Yang prend l'initiative de traduire l'œuvre de Rousseau. Il espère y trouver un moyen de sortir son pays de la crise qu'il traverse, étant convaincu de la pérennité de cette doctrine, en dépit des incompréhensions et des dénigrements dont elle fait l'objet. Il nous paraît évident que sa traduction vise à éveiller la conscience de ses compatriotes face à la tyrannie mandchoue et à la domination des puissances occidentales. On comprend alors pourquoi elle est marquée par un sentiment nationaliste et révolutionnaire. En guise de conclusion, quelles qu'en aient pu être les raisons, force est de constater qu'au discours juridique et à l'argumentation logique de Rousseau, nos traducteurs ont substitué un discours moraliste et nationaliste indépendamment des autres libertés qu'ils ont prises avec l'original. Toutefois, en dépit de cet effort d'adaptation, ces deux premières traductions ont apporté de nouvelles idées dans la pensée chinoise, telles que les principes de la liberté et de l'égalité, la souveraineté du peuple et le contrat social. Ces idées démocratiques modifient alors sensiblement l'ancien concept
de peuple. Celui-ci n'est plus seulement considéré comme le fondement passif de l'État, désormais, au mandat céleste qui donne sa légitimité au pouvoir, se substitue le pacte social comme principe actif pour la fonction de l'État. Ce dernier cesse d'être la propriété de l'empereur. Il est ou doit être fondé sur le consentement du peuple. Au lieu d'être le sujet du souverain, le peuple est à la fois souverain et sujet de l'État. En tant que souverain, il participe à la délibération des lois et a le droit de choisir les formes et les composantes du gouvernement. Et comme sujet, il obéit aux lois qu'il établit de lui-même. Il convient donc de souligner que nos traducteurs ont réalisé là un travail de pionnier compte tenu de l'effort intellectuel de reformulation et d'interprétation qu'il a nécessité. Une fois introduite en Chine, du contrat social suscite un fort engouement aussi bien chez les réformistes que chez les révolutionnaires qui étaient des exilés et chez les étudiants en stage dans des universités nippones. Liang Qichao, comme nous avons déjà vu, un des principaux dirigeants de la réforme des 100 jours et le plus influent penseur chinois au début du XXe siècle, s'en inspira pour tenter d'éveiller chez ses compatriotes ce qu'est la liberté et de redéfinir le concept de l'État en forgeant un nouveau concept de peuple, celui de citoyen, en termes de guomin ou xinmin, tout en mettant en cause les valeurs traditionnelles chinoises, tandis que Liu Shipei tente de s'approprier la notion de contrat social pour composer son ouvrage intitulé « La quintessence du contrat du peuple chinois », en établissant des analogies entre contrat social de Rousseau, traduit par Yang Tingdong, et la pensée chinoise, afin de montrer que l'idée démocratique est présente dès l'origine dans la culture chinoise. En 1910, un an avant la révolution de 1911, la traduction du contrat social faite par Shou Ming est publiée de nouveau dans le Mingbao, organe des révolutionnaires regroupés autour de Sun Yat-sen, et qui leur sert de base théorique pour mettre fin au régime impérial et pour établir une république démocratique. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Montre l'image de cet ouvrage de Liu Shipei et le journal du peuple.